J'étais pas assez mauvais pour partir, mais pas assez bon pour me sentir bien. C'est ce que ressentait Lucas au lycée. Aujourd'hui, il a 19 ans, presque 20, et il sait pas trop quoi faire de sa vie. Il parle d'un stage post-bac qui s'est mal passé, des idées préconçues liées à son genre, et de l'urgence de trouver un sens à l'avenir. Bonne écoute. Salut Lucas. Salut Laura. Toi, t'as fait ton lycée en maths physique. C'est ça. En redoublant la deuxième. Oui. Qu'est-ce que ça t'a apporté le lycée ? Qu'est-ce que ça m'a apporté ? Ça m'a apporté déjà... Bon, le fait de le faire en 4 ans, ça m'a apporté beaucoup plus déjà que si j'avais eu un parcours un peu plus normal, c'est-à-dire de le faire en 3 ans, parce que c'est qu'à partir de mon redoublement que j'ai vraiment commencé à profiter du lycée, où vraiment je me suis plus investi dans la vie de l'école, etc. Donc ce que ça m'a apporté déjà, c'est beaucoup d'autonomie. C'est un peu la première étape scolaire où on te laisse un peu bosser de ton côté avec le TM, surtout le lycée dans lequel j'étais, c'est-à-dire le Blaise Cendrars. Le meilleur. Exactement. RPZ, le LBC. Non, en vrai, le fait d'avoir été dans ce lycée, ça m'a permis aussi, juste avec le TM, d'être beaucoup plus libre, d'aussi avoir l'opportunité de se foirer. Ça, je trouve, c'est important aussi dans la liberté qu'on te donne de pouvoir te foirer. Tu t'es foiré à quel moment ? À mon TM, à mon TM. Ah, toi, tu considères que tu t'es foiré ? Ah, j'ai beaucoup de haine pour ce TM. Oui, mais est-ce que toi, tu considères que c'est un échec de ton côté à toi, oui, ou est-ce que juste tu n'as pas été confronté aux bonnes personnes ? Non, alors, il y a d'une part où j'ai pas été confronté aux bonnes personnes, où mon mentor, en fait, a absolument pas fait son travail. Mais il y a aussi d'une part où je pense qu'au fond, je savais que ce travail n'allait pas dans la bonne direction, puis vu que j'étais conforté dans l'idée que ça roulait tout seul parce que mon mentor me disait rien, j'ai continué comme ça. Mais oui, c'est un échec dans le sens où j'ai manqué de maturité de travail, et puis j'aurais pu faire beaucoup mieux même avec l'accompagnant que j'avais. Ok. Non, mais alors beaucoup d'autonomie. Après, le lycée Blaise Cendrars aussi est pas mal centré sur le social, où t'es moins dans les cours, plus dans les activités à côté, avec la chorale, le ciné-club, etc. Donc ça m'a vraiment fait grandir aussi beaucoup sur le plan social, où tu te fais beaucoup d'amis, puis tu t'élargis un peu ton éventail d'intérêts. C'est vrai que ça ouvre vachement, puis on a une chance dingue d'avoir autant de trucs annexes, enfin vraiment... Enfin, je sais pas si je l'ai déjà dit dans d'autres épisodes, parce qu'en vrai, quasi tous les gens que j'ai interrogés ont fait le Blaise Cendrars. Mais en vrai, franchement, la chorale, ça n'existe pas une chorale de 150 ados. Genre, ça n'existe pas dans la réalité. Il y a que Blaise Cendrars qui a ça. Cette année, il y en avait 180, je crois, un truc comme ça. Non. Est-ce que t'as envie de dire autre chose sur ton redoublement ou sur le lycée ? Ouais, sur le redoublement, ouais. Où je trouve que... je pense que c'est la meilleure chose qui me soit arrivée pendant mon lycée, c'est ce redoublement. Ça fait pas longtemps que tu le penses. Oui, ça fait pas longtemps que je le pense, justement. Alors, au moment où ça m'est arrivé, ça me faisait incroyablement chier, parce qu'en fait, j'ai eu un redoublement où c'était pas vraiment un échec total, c'était un échec partiel, où pendant les 2 derniers mois, je me suis dit, bon, je peux passer à la raclette, mais je sais que j'aurai jamais mon bac, parce que j'ai trop de retard, trop de matière, j'ai pas la maturité de travail qu'il faut, etc. Donc c'est ce que j'aime aussi bien me dire pour me rassurer, c'est, voilà, j'ai choisi de redoubler. Mais... non, en redoublant déjà, ça m'a permis aussi de me mettre à vraiment bosser, à vraiment m'intéresser à mes cours, parce que je me dis, j'ai déjà raté 1 an, maintenant il faut que je m'y mette. Donc j'ai eu un bac dont je suis fier, je pense que c'est quelque chose aussi que j'aurais absolument pas pu avoir si j'avais pas redoublé. Ça m'a permis aussi de rencontrer plein d'autres gens, parce que du coup, quand tu redoubles, tous tes potes se barrent, ils vont à l'uni quand toi tu passes en 3ème. Mais non, j'étais vraiment content de ce redoublement. Sur le moment, pas du tout. Ça me faisait vraiment chier, parce que à cet âge-là, perdre 1 an, c'est énorme. Et alors qu'en fait, c'est tellement bénéfique, quoi. Et puis, oui, aussi le fait ça m'a aussi permis de voir d'autres profs de lycée, puis d'avoir un plus grand éventail aussi de manière d'enseigner et tout. Ouais, j'hésite. J'ai toujours peur dans le cliché, mais j'ai envie de te demander, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui est en train de redoubler, ou qui sent qu'il va redoubler ? Se dire que le redoublement sera toujours plus confortable que de continuer sur sur du caca. Sur du caca, quoi. Non, mais c'est... Je veux dire, moi, je sais que si j'avais dû continuer ma 3ème dans ma lancée, mais je ne m'en serais pas sorti, quoi. Ça m'aurait beaucoup plus stressé, Après, c'est dur d'accepter de te dire, j'ai pas le niveau, puis en plus, souvent, quand tu redoubles, c'est pas que t'es complètement à la masse, c'est qu'il te manque juste un tout petit truc. Puis des fois, c'est juste que à ce moment-là de ta vie, t'étais pas assez dans tes pompes pour faire en sorte que ça roule, mais de nouveau, ça remet pas en question ta personne. Alors, sur le moment, c'est très dur de pas le prendre personnellement.
Mais alors après coup, vraiment, c'est bénéfique. Donc moi, ce que je dirais à quelqu'un qui redouble, c'est ça va te faire chier un petit moment, mais quand tu seras... Enfin, surtout au moment où tu redoubles, quand tu recommences ta nouvelle année, et puis que tu as un an de retard, et que tu recommences de là où tu es parti, c'est le plus dur, mais quand tu commences à arriver à la moitié de l'année, etc., c'est là déjà que tu ressens que c'est utile, et puis non, mais tu peux que en être content après coup, quoi. Après ton bac, tu t'es dirigé vers une filière technique, tu as décidé de te préparer à entrer à la Schuark en ingénierie. Pourquoi donc ? Eh ben, c'est une question que j'aurais dû me poser à l'époque. Non, mais alors pourquoi ? En fait, en sortant de physique maths appliquée, il y a très peu de suites logiques. Enfin, il y a le PFL, ou alors l'université, mais dans des branches assez scientifiques, où c'est tout de suite des maths, ou alors de la chimie, ou quoi. Je me retrouvais pas là-dedans. Dans les peu de portes ouvertes que j'avais fait, je me sentais vraiment que c'était pas mon truc, quoi. Enfin, déjà, t'avais fait quoi comme porte ouverte ? J'avais fait 2 années de portes ouvertes à l'université de Neuchâtel, où j'avais fait la faculté des sciences. J'avais fait sciences environnementales, et puis une année, j'avais fait les maths. Alors, je me suis jamais pris autant grande claque dans la gueule que quand j'étais allé voir les maths. Je me dis, putain, mais en fait... c'est pas du tout pour moi, quoi, je comprends rien. J'ai quelques potes qui ont commencé en maths et qui étaient là, nope. Parce qu'en fait, si t'aimes bien les maths, puis que juste t'aimes bien faire des séries d'exercices au lycée, ça n'a rien à voir à l'uni. Genre, apparemment, tu dois vraiment comprendre les maths. Genre. Ah ouais, alors moi, je ne comprends pas et je n'aime pas faire les exercices. Enfin, je n'aime pas les maths, quoi. Donc, déjà, j'étais mal parti pour ça. Puis après, quand j'étais allé à l'EPFL, il y a aussi tout de suite toute la politique de l'élitisme, où en fait, je me retrouve pas du tout là-dedans. Et quand j'ai déjà vu, justement avec mon redoublement, j'ai déjà vu des potes que je considérais être des grosses têtes se faire absolument ramasser à l'EPFL, partir à la mise à niveau très vite et puis rater. J'étais pas chaud, quoi. Du coup, j'avais beaucoup de mal à me projeter ailleurs que dans une branche scientifique. Et vu que les parcours université, EPFL, école polytechnique me correspondaient pas, je me suis dit, il y a un autre truc qui pourrait être pas mal, c'est la haute école de Neuch. Où on retrouve un peu de scientifique, mais ça devient aussi quelque chose de plus pratique, de plus réel. Puis ça, dans l'idée, ça me plaisait bien. Mais déjà, ce qui était marrant, pour en revenir aux suites un peu logiques d'école, c'est quand je disais autour de moi, par exemple même à mes profs ou mes potes, que j'allais aller à la haute école de Neuch, leur première réaction c'était « Ah bon, mais pourquoi ? Enfin, c'est dommage, quoi. » Donc déjà, il y avait déjà cette connotation, en fait. C'est dommage. Ah oui, genre, oui. C'est qu'une haute école. Oui, c'est ça, quoi. Il y a toute cette idée de suite de CFC, et puis c'est genre « Mais t'as un bac, mais pourquoi tu vas là ?» Enfin, c'est assez mal vu. Je m'y attendais pas, mais c'est assez mal vu, de manière générale. Et puis du coup, voilà, c'est comme ça que je me suis dit, je vais essayer de trouver un truc qui m'est assez familier, donc je vais prendre des sciences dans un truc un peu plus pratique, puis voilà, je me suis dit, pourquoi pas la Schuark. Et t'as dit avant que tu n'arrivais pas à te projeter ailleurs que dans une branche scientifique, pourquoi ? Parce que, alors j'ai jamais été très bon en sciences, à part en physique. Dans mes branches scientifiques, il y avait que la physique où je me retrouvais un peu, la chimie pas mal, mais tout ce qui était application des maths, j'étais une merde. Enfin, je ne comprenais aucun concept, je n'arrivais pas à suivre. Oui, mais du coup, moi, ma question est, pourquoi depuis tant d'années, tu t'obstines dans le scientifique ? Genre, il n'y a pas un moment donné où tu t'es dit, ah tiens, la philo ? Parce qu'en vrai de vrai, je précise, on n'a pas dit, mais Lucas c'est mon frère, donc on se connaît pas mal. Bonjour. Et en vrai, personnellement, mais après, en tant que réorientée, je sais que ça sert à rien les conseils que les gens te disent, mais en vrai, moi je te vois quand même plus dans un truc sciences humaines, quoi. Genre t'es vraiment... Ça, c'est une réflexion que je me suis fait il y a pas longtemps. À l'époque, quand je suis rentré au lycée, j'avais 2 options. Je voulais soit aller en musique. Ah bon ? Ouais. Ouais, c'était encore l'époque où je faisais du violon. Bah oui. Et j'étais pas mauvais musicien, je touchais. Je pense pas que ça t'aurait plu non plus. Hein. Non, je sais pas, mais bon, à l'époque. Ça t'aurait développé d'autres trucs. Oui, c'est ça. Et puis en fait, je voyais pas vraiment l'alternative parce que t'es aussi dans le système où t'es en maturité, t'es tout de suite dans les branches scientifiques, t'as l'OSE, option scientifique expérimentale, en 10e année. Toi, t'avais espagnol. Ouais, mais c'est pour donner le contexte un peu de la matu, où déjà l'espagnol, c'était aussi mal vu. Mais bref. Ouais. Mais donc j'étais dans cette optique de me dire, je sais pas trop où aller, je me voyais un peu comme quelqu'un qui aimait bien, on venait de commencer la physique en 10e, 11e, c'est un truc qui me plaisait bien, puis je me dis, je me trouvais pas... je me retrouvais, c'est surtout que c'était
des options, je me retrouvais pas. À l'époque, je me trouvais pas aller en philo, je me trouvais pas aller en histoire de l'art, enfin, c'est quelque chose qui me parlait pas du tout. L'anglais à l'époque, ça me parlait pas tant que ça, je me suis vraiment découvert en anglais pendant mon lycée. Donc ouais, c'était plus un choix de me dire, bon bah voilà, je sais pas trop quoi faire, je suis un jeune garçon de 14-15 ans, je sors de section maturité, alors bon bah on va aller en physique. C'était un peu la suite logique. Et puis après, bah oui, je me suis retrouvé dans ces options où certes en physique je me démerdais plutôt bien, après application des maths, mathématiques, enfin j'étais paumé quoi, je comprenais pas les concepts mathématiques, je comprenais pas. Application des maths, qui est des maths un peu plus, beaucoup plus théoriques, où tu résous genre 20 équations à 20 inconnues, où en fait tu fais juste de l'application bête et méchante, de la pseudo-programmation, je détestais ça, parce que je ne comprenais jamais ce qu'on faisait. En 4 ans de lycée, je n'ai jamais compris un seul des trucs que j'ai fait en application des maths. Mais c'est vrai, je ne peux pas t'expliquer un seul des concepts que j'ai fait. En vrai, moi aussi, en fait, en philo, je me faisais la réflexion l'autre jour et vraiment, je n'ai rien bêté du tout, quoi. En vrai, je me suis aussi dit que philo, bon, il y a beaucoup de branches comme ça, mais en vrai, philo, je trouve ça trop jeune, 15 ans. Ouais. Franchement, dans ma classe, il y en avait 2-3. Non, il y en avait 2 qui défonçaient tout. Genre, vraiment, elles comprenaient vraiment les trucs, mais les autres, on était là... Donc je sais pas, je pense qu'on est aussi très jeunes pour certains trucs. C'est comme le droit, les profs de droit ils disaient vous avez jamais fait de droit de votre vie, vous en avez 2 heures par semaine. Ouais. Enfin bref. Puis après de fil en aiguille, d'être dans ce truc scientifique, puis aussi au sein de l'option maths physique, à cet âge-là tu te fous pas mal de la gueule des options littéraires quoi. Enfin, t'as tout de suite cette idée aussi d'élitisme, de les philos, quelle blague, vous avez le même diplôme que nous, c'est scandaleux. Mais donc voilà, en fait j'étais un peu dans cette bulle où j'étais pas trop mauvais pour me casser, mais pas assez bon pour m'y sentir bien. Et du coup je suis allé comme ça jusqu'au bout, et puis je suis arrivé aussi à une fin de lycée où je me suis jamais vraiment remis en question sur qu'est-ce que je veux faire à part la science. Et ça c'est des réflexions qui sont venues bien après où effectivement je suis d'accord avec toi, je me retrouve beaucoup plus dans des trucs littéraires, plus sciences humaines, etc. Ça aussi c'est un truc que j'ai remarqué avec le redoublement, c'est que j'ai eu un prof super en français qui lui a vraiment vu que j'avais un peu de potentiel en analyse littéraire, un peu légèrement en philo, etc. Et puis lui c'était aussi le premier à me dire non mais il y a un truc... Et donc en fait globalement tu t'es un peu dirigé vers le scientifique et tu t'es un peu enfermé là-dedans un peu à cause de l'image que ça donnait en fait, et pas vraiment par rapport à ce que toi t'étais. Après de nouveau à 15 ans on sait pas trop... On sait pas ce qu'on aime, enfin on est juste reflet de ce qui nous entoure. Oui, et puis t'es super influençable, puis juste le fait d'avoir tes potes qui chient un peu sur les options plus littéraires ou philosophiques aussi, à cet âge-là, tu te dis c'est même pas envisageable quoi, donc tu te poses même pas forcément la question. On t'aurait chambré de ouf si t'étais allé en histoire de l'art ou en philo quoi. Non mais à l'époque y a pas plus honteux qu'un maths physique qui se barre pour aller genre je sais pas en philo quoi. C'est triste, hein. C'est très triste et c'est absolument ridicule, puis c'est dommage, mais... Donc on revient à la HEARC, donc ingénierie. Pour intégrer l'école, donc c'était l'été 2019, donc tu voulais encore aller là-dedans. Pour intégrer cette école, quand tu sors du lycée, tu fais soit 1 an de stage, soit 1 an de cours au TEC. Au TEC, qui est une école technique... Une école technique, qui suit en fait les gens qui font un CFC technique après la secondaire, ils vont là. Donc il y a ces 2 choix, et toi t'as choisi de faire un stage. Déjà pourquoi le stage? Alors pourquoi le stage? Pourquoi pas les cours? C'était surtout, pourquoi pas prendre les cours, c'était que je sortais de 4 ans de lycée, j'étais jeune, non mais j'en avais aussi un peu marre, même si ça a beaucoup de bénéfices en fait, qu'on te tienne pas mal la main, même si voilà le lycée c'est assez autonome, t'es quand même dans un système beaucoup plus scolaire et beaucoup plus cocon que je sais pas l'Esther où t'es à la moitié de la semaine au boulot, ou même au tech où t'as des stages obligés où tu fais 2 mois à l'année, ou peut-être que je dis des conneries mais où tu fais quelques mois à l'année dans une boîte. Et puis je me suis dit tiens, vu que je sors justement de ce modèle universitaire, autant en profiter pour je vais dans le vrai monde, je bosse un peu, et puis je voulais me prouver à moi-même que c'est bon, j'ai redoublé, je suis quand même assez mature, je vais partir là-dedans quoi. Donc pour moi les cours c'était même pas imaginable quoi, je me voyais pas faire encore une année de cours pour après me relancer dans 3 années de machin. Je me dis il faut aussi que je me fasse une pause.
Et puis j'avais déjà dans l'idée de me dire bon bah je sais que ça va être rude comme changement, mais je vais aussi utiliser ça comme motivation pour plus tard quoi. T'avais envie de te prouver à toi-même que oui t'es capable de faire des semaines de 40 heures en entreprise. Oui, j'avais aussi envie un peu de me donner un coup de pied au cul et puis me dire bon faut grandir quoi, va bosser et puis voilà, pour moi dans l'idée ça pouvait me faire que du bien et puis c'est pour ça que j'ai même pas pensé au fait de prendre les cours. Ouais. Comment s'est passée la recherche de stage ? Assez bordélique. Non, mais alors j'avais déjà eu l'habitude, j'avais déjà postulé à gauche à droite, envoyé des lettres de motivation, etc. Je cherchais un peu de boulot, donc ça c'était pas trop compliqué, mais après c'était vraiment en fait, vu que la HEARC donne très peu de critères, de listes d'entreprises, puis il faut tout de suite prendre contact assez vite en fait pour comprendre quel est le cadre du stage. Donc c'est quelque chose d'assez brouillon, où c'est, en fait vous vous démerdez, puis après on vous dit si ça joue pas quoi. Et puis donc moi j'étais un peu paumé devant, je me dis mais déjà je prends quoi comme type d'entreprise, qu'est-ce qui pourrait correspondre à ça, donc déjà devant ça dans ma grande nature de flemmard, j'ai attendu un mois avant de me lancer. Après le bac? Non, pas après le bac, non, j'ai commencé à rechercher mon stage fin janvier dernier. Ah bon? Ouais. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Et du coup, j'ai attendu un mois jusqu'à février où j'avais rien, et après c'est vraiment début mars où j'ai vraiment commencé à chercher, où en fait je me suis dit bon, tu ouvres Google Maps, tu regardes dans le coin ce qu'il y a comme boîte. Je me suis dit bon on est dans une région horlogère, je vais trouver un truc en horlogerie qui va être assez proche de ce que je recherche. Parce que là où je voulais aller, en fait, ça demandait des critères assez techniques d'ingénierie, de genre lecture de plans ou alors mesure de pièces horlogères. Donc je me dis, bon, je vais chercher là-dedans, donc j'ouvre Google Maps, je regarde un peu ce qu'il y a, je fais des lettres de motivation, j'en envoie à gauche à droite. En plus, dans le canton, dans le coin, c'est assez compliqué parce qu'il y a beaucoup de boîtes qui sont centralisées ailleurs, et du coup, en fait, juste pour qu'un RH récupère ta lettre, déjà c'est parcours du combattant. C'est déjà un parcours du combattant, donc avec le peu de motivation que j'avais, déjà c'était compliqué. Donc voilà, le temps passe, je cherche à gauche à droite, je reçois beaucoup de refus, j'ai dû envoyer à peu près, je sais pas, 14-15 demandes, j'ai reçu 14 refus, j'attends encore la réponse de quelqu'un, je croise les doigts. Mais voilà, donc en fait c'était un peu ça. Ce qui était compliqué, c'est que le temps d'attente pour les réponses était assez long, et en fait vu que je trouvais pas d'autres boîtes, j'avais pas envie d'étendre ma recherche par exemple à Neuchâtel ou encore plus loin. Je me dis bon, je vais vraiment essayer de trouver dans le coin. Du coup ça fait que je me retrouve gentiment au début des examens, début juin, un truc comme ça, où en fait j'ai toujours pas de piste, et je commence un peu à désespérer en me disant merde, je trouve vraiment rien. Donc je commence à demander à gauche à droite à mon père qui est dans le milieu un peu industriel, s'il peut me trouver un truc, c'est un peu compliqué, etc. Je me dis bon si je peux éviter de bosser avec mon papa pendant un an aussi, c'est pas mal. Et finalement j'ai un ami qui me dit tiens, moi j'ai mon père qui travaille dans une boîte dont je ne vais pas prononcer le nom. Donc voilà, j'ai mon père qui travaille dans cette boîte au Col des Roches, si tu veux je peux lui parler de toi, et puis voilà, je sais qu'il cherche des stagiaires, je savais qu'il avait déjà placé un ami à nous l'année d'avant. Donc je me dis super, j'ai enfin trouvé un truc. Donc au bout de quelques mois je me retrouve complètement pistonné pour ce poste de stage dans cette boîte. Et puis voilà, en fait finalement j'ai eu un entretien juste après le bac, ils m'ont dit qu'ils me rappelleraient, j'ai eu la réponse par mail un mois après que j'étais accepté. Et puis voilà, ils m'ont annoncé mon salaire, c'était un bon salaire de stagiaire, en moyenne c'est aux alentours de 1000, un truc comme ça, puis moi j'étais payé 1800 par mois, donc j'étais... Ouais. C'était bien. J'étais très content, j'étais très bien payé, j'étais très content, déjà j'aurais dû sentir le truc venir. J'étais très bien payé, j'étais très content. Donc on me dit voilà, vous pouvez commencer début septembre, et puis voilà, les vacances d'été se passent, et je commence après mes vacances d'été dans cette boîte. Ok. Alors, avant de parler de ton expérience là-bas, déjà, juste en termes de recherche, si c'était à refaire, tu changerais quoi dans ta démarche ? Je prendrais contact avec des gens dont c'est le métier. C'est-à-dire, je sais qu'il y a des structures déjà vers l'école obligatoire au secondaire, ou même qui sont disponibles pour des lycéens pour trouver des stages, genre l'OCOSP. L'OCOSP, ils font ça ? L'OCOSP s'en occupe en partie, je crois. Ça, je l'ai appris après coup. Et puis J'ai pas des bons retours de l'OCOSP. Enfin,
d'expérience de low cost. Mais moi, les retours que j'en ai, c'est assez positif, bizarrement. Mais... Bah, tant mieux. Ok, donc tu te ferais aider, quoi. Alors, vraiment, je me ferais aider, parce qu'en fait, tu te rends compte qu'il y a rien... Enfin, il y a rien, quoi. Il n'y a pas de trucs spécialisés dans les entreprises. Tiens, envoyez-nous à cette adresse mail si vous êtes un stagiaire, etc. C'est pas comme un poste fixe où tu as une annonce, par exemple. J'ai quasiment vu aucune annonce Enfin, en fait, ils n'annoncent pas qu'ils ont besoin de stagiaires. Donc, en fait, t'envoies à des boîtes alors que le 3/4 du temps, ils sont déjà pleins, mais ça, tu le sais pas. Ouais. Donc, voilà, c'est pas un truc où tu peux aller sur jobup.ch et puis te dire, bon, bah, ils cherchent un stagiaire. Donc, c'est très flou et puis c'est pas très motivant, surtout quand t'es un jeune, de chercher à gauche à droite puis de recevoir énormément de refus. Moi, ça m'avait pas mal dépité, mes 14-15 refus là. Et en plus, la démarche pour envoyer un CV, c'est déjà il faut trouver la boîte, il faut trouver l'adresse mail, il faut trouver un contact RH. Enfin, c'est déjà quand t'es jeune. Ça paraît tout con, mais en vrai. Ça paraît tout con, mais en fait, c'est super fastidieux comme boulot. Tu dois arranger toutes tes lettres de motivation par rapport à la boîte. Enfin, il faut. Enfin, tu fais un truc générique, mais tu changes, etc. Donc tu te ferais aider. Je me ferais aider, puis je demanderais plus par une structure. Ouais, puis aussi famille. Je sais que les parents me proposaient pas mal de m'aider. J'ai reçu pas mal d'aide, mais plus tard dans ma recherche, quand c'était déjà plus mars-avril, quoi. Mais ouais, je me prendrais plus tôt, puis je me ferais aider, parce que c'est vraiment un travail assez monstrueux. Mais moi, j'ai l'impression... Pardon, j'enlève ma ceinture. J'ai l'impression que t'as été un peu... Attendez... Non, moi j'ai eu l'impression que, en fait, déjà t'étais pas très motivé. Je pense que tu te projetais pas des masses. T'as très vite vu que c'était un peu compliqué et je pense que t'as été très vite paralysé et du coup tu procrastinais un petit peu. Moi mais jamais. Non, mais tu vois, en fait, je pense que c'était juste un cercle vicieux où dès que t'arrivais à faire un tout petit peu d'effort, tu te recevais un refus puis tu te disais, putain. Enfin, ouais, et du coup, juste t'avances pas, et puis. Non, c'est ça. Et ça te stresse de pas avancer, donc juste t'es encore plus paralysé, et enfin, ouais. Mais non, c'est un cercle vicieux, effectivement. Non, mais puis c'est pas un âge facile. Ok. Donc n'hésitez pas à aller dans des structures spécialisées pour ce genre de choses. Demandez de l'aide. Au 0800. Pas de... Vous avez un ami qui n'a pas de stage. Numéro d'urgence pour les stagiaires. Il faudrait, ce serait bien. Mais il y a plein de concepts trop bien à faire. Genre, aujourd'hui, je me disais, pour les travaux de groupe, il faudrait un Tinder. Genre, juste pour les travaux de groupe, et où tu répertories tous les gens et tu les swipes à gauche ou à droite si tu les veux dans ton groupe, et ça crée les groupes. Je vous veux dans mon équipe. Non, mais j'aimerais trop. Bref. Donc, tu es embauché, nani nana, tu arrives. Comment se passe ta première semaine ? Alors, ma première semaine se passe, mais alors, très bien. Parce que j'arrive, on me donne un badge avec mon nom dessus, ma photo. Mais j'avais un badge. Ça fait bip bip quand tu le passes. Exactement, tu ouvres toutes les portes en faisant bip bip. Non, mais enfin, quand tu sors de lycée puis que tes attentes, c'est un truc un peu plus pro, bah c'est le rêve quand t'arrives. Enfin, t'as une entrée employée, t'as ton badge, on te dit... Enfin, c'est marrant parce que t'es un peu en attente de restriction quand t'arrives là-bas en disant « Ah, j'aimerais bien qu'on me laisse prendre ma pause que entre 10h, etc. » Et puis, on te donne tes horaires de pause, on te donne tes horaires d'arrivée, etc. T'as la machine où tu bip bip quand tu arrives, tu bip bip quand tu repars, on te présente tout le service. Donc en fait, bah moi, quand je suis arrivé, j'étais aux achats. Ouais. Donc c'est alors donc précisons déjà que t'avais pas un poste vraiment fait pour entrer à l'école. C'était justement dans la recherche, c'était aussi un peu ambigu parce que le poste de base qu'on me proposait, qui était donc au département des achats, n'était pas du tout en accord avec ce que j'attendais. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant la négociation du poste, on m'a assuré ne vous inquiétez pas, on vous mettra en lien avec la chaîne de production et on fera en sorte que les critères de votre stage soient remplis au fil de l'année. Donc je me dis, bon bah super, en gros on me met dans un bureau et puis de temps en temps on me sort pour me montrer un peu les ficelles du métier, quoi. Donc je suis tout content, moi ça correspond à tous les clichés que je m'étais fait d'un open space où voilà, t'as la machine à café, t'as les grands bureaux, etc. Donc moi j'étais tout content. On présente un peu le service, donc celui qui m'a accueilli c'était mon chef de stage qui était assez sympa. Voilà, on me donne mon bureau, moi... tout content, je me dis j'aurais pas à vivre sur un tabouret, j'ai une chaise à moi, un ordi, c'est trop bien. Non mais en vrai c'était une peur que j'avais en fait, c'était de me dire dans un coin de la pièce. C'était déjà que j'ai pas de place à moi, puis qu'en fait je dois passer mes journées à naviguer à gauche à droite sans vraiment avoir d'endroit à moi, donc j'étais tout content de savoir que j'avais en plus un grand bureau et tout.
Donc voilà, on m'installe, on me donne mes accès, et on me dit, bon, première journée, pour te familiariser avec les clients, tu vas classer tous les classeurs de cette armoire. Putain. Notez les indices, que c'est la merde. Je me dis, mais pas de soucis, c'est génial. J'adore classer des trucs. Donc voilà, donc en fait on me donne absolument aucune indication, on me dit bon voilà, ça c'est un tas de feuilles, faut que tu le mettes dans l'ordre des classeurs, tu fais ça, etc. Donc je passe ma journée à faire ça. Donc j'ai dû faire 6 heures de suite de ça, mais j'étais quand même tout content. Donc voilà, je finis ma première journée en n'ayant absolument rien fait, je me suis présenté à mes collègues, j'ai découvert mon nouvel lieu de travail, j'ai une machine à café, je suis tout content, donc voilà. Ensuite, le reste de la semaine, ça devient un peu plus répétitif. Déjà où j'arrive, on continue à me faire classer des trucs. Je me dis, c'est pas de souci, mais j'aimerais bien allumer mon ordinateur quand même pour faire, faire des trucs un peu plus. Enfin, j'aimerais déjà qu'on me laisse m'asseoir parce que pour classer ces classeurs, il fallait être debout parce que l'armoire était au fond du bureau. Et du coup, t'es debout toute la journée en fait à te baisser parce que tout est très bas et tout est très haut, mais il y a rien au milieu. Ok. Donc troisième jour arrive, on commence à me donner mes responsabilités un peu plus sur le long terme. On me dit voilà, en gros mon secteur d'activité c'était donc aux achats, c'est-à-dire que tu fais de la matière auxiliaire, donc en fait tu achètes de l'huile pour les machines, tu appelles les gens pour réparer les fenêtres, tu achètes le PQ aussi de l'étage, ça c'était ma tâche spécialement à moi. Donc voilà, tu achètes le PQ, en fait tout ce qui est pas important c'est toi qui l'achètes. Tout ce que tu peux. Mais en vrai c'est important, il faut bien que quelqu'un le fasse. Oui, mais alors quand t'es dans une boîte ou au bureau d'à côté, t'entends oh les gars j'ai acheté pour 40 000 balles de poussière d'or, tu dis dommage que j'achète du PQ quand même. Mais bon, donc voilà, mon boulot c'était ça, donc en fait on me dit voilà tu vas devoir passer des commandes et passer des factures. C'est-à-dire qu'on te donne des factures et tu vérifies que tout est bon, en fait tu vas dans le système, tu regardes dans les stocks si c'est bien arrivé. Et si c'est le cas, tu dis aux finances, oui pas de souci, payez ce monsieur, payez cette madame, on a reçu ce qu'il fallait. Et donc voilà, fin de ma première semaine, on m'a donné mes deux tâches principales, qui est donc facturation et achat, et ranger les classeurs et amener des cafés aux gens. Ah, tu faisais ça ? Ah oui. Genre on te disait, Lucas, tu m'amènes un café ? Ou genre quelqu'un te disait, est-ce que tu peux amener des cafés à cette réunion ? Alors, oui, une première semaine, c'était aussi ça. C'était mon formateur. On me disait, voilà, si jamais je t'ai mis sur ton Google, sur le calendrier, il y a 2-3 réunions cette semaine, c'est le département, est-ce que tu peux amener 2-3 cafés ? Okay. Je me dis, bon, je suis un larbin, c'est pas grave. Oui, je pense qu'il faut aussi accepter quand t'es stagiaire que tu vas pas faire que des trucs passionnants. Après, il faut juste trouver le... Mais en plus, moi, à l'époque, j'étais plein de bonne volonté. On me dit, amène des cafés à une réunion, mais je sautais de joie, quoi. J'étais super content. J'étais, waouh, je vais voir une salle de réunion. Enfin, j'étais gogol. Et puis, enfin, aussi, des fois, un peu moins poli. Quand j'allais m'acheter un café à moi, on me dit, tu peux m'en ramener un, s'il te plaît. Et bien évidemment, dans la boîte, tu payais uniquement avec ton badge. Et du coup, en fait, c'est toi qui payais les cafés des autres. Et donc en fait je dépensais pas mal d'argent à payer les cafés à mes collègues. Mais putain, sérieux ? Moi on m'a toujours payé mes cafés. Enfin je bois pas de café mais mes chocolats chauds. Les seuls moments où on me payait un café c'était pour m'engueuler. On me dit Lucas viens à la machine à café, on me paye un café, tu fais de la merde. Super, au moins j'ai un bon café. Donc voilà, ma première semaine en gros c'était ça, je découvre un peu les lieux, on me présente mes collègues, mon formateur, ma formatrice, et puis ça se passe encore bien parce que tout est nouveau, donc ça va. Oui, t'es dans la période de découverte, quoi. Je me dis, mais c'est trop génial. Je dois prendre mon bus le matin. Enfin, tout un nouveau quotidien aussi qui s'installe, puis c'est excitant. Oui, ça te fait du bien, ouais. Je pense. Après tes 4 ans de lycée, exactement. Tout un été, c'est long en plus l'été entre le lycée et la rentrée. J'ai fini début juin, et puis j'ai recommencé... Non, mi-juin, début mi-juin, juillet. Ouais, alors ouais. T'as recommencé début septembre ? Ouais, j'ai commencé le 1er septembre. Ouais. Donc j'ai eu genre 2 mois et demi de vacances. Du coup, avoir un nouveau rythme, ça fait du bien. Quoi. Ça faisait beaucoup de bien. Moi, c'est tout ce que j'attendais. J'étais tout content. Et à partir de quand ça s'est gâté ? Qu'est-ce qui t'a C'est quoi le premier truc où tu t'es dit En fait, c'est ça qui était un peu chiant avec ce stage, c'est qu'il n'y a jamais eu de moment où je me suis dit là ça joue pas. C'était comme j'ai dit avant, noter les indices. En fait, c'est plein de petits trucs où en fait au bout d'un moment tu te dis mais ça va pas du tout. Ouais. Et donc en fait le temps passe, je passe 1 mois déjà là-bas, je finis ma période d'essai qui était de 2 semaines. C'est court. C'est très... Enfin, notez les indices. C'est très très court. C'est ultra court dessus. Alors c'est très très court, d'autant plus qu'on m'a donné très très court. D'autant plus qu'on m'a donné mes objectifs en fait de fin d'année 3 semaines après le début de mon stage. Donc c'est-à-dire qu'on m'a expliqué ce que j'allais faire le reste de l'année après la fin de ma période d'essai. Notez les indices. Ouais.
Donc voilà, le temps passe, les premiers problèmes arrivent. En fait, je me rends compte que mon domaine d'activité est très très fermé, donc je fais que des factures et des commandes. Mais en fait, au bout de 3 jours, je me rends compte que les chiffres sur mes commandes et mes factures commencent à augmenter. Je me rends compte qu'en fait, au bout de 2-3 jours, on me donne des factures à coût de 50 000 balles à quelqu'un qui sait utiliser le logiciel depuis une demi-journée. Donc je commence à stresser beaucoup parce que voilà, j'étais donc dans ce bureau où en fait ma formatrice, qui est une mauvaise personne, bou bou bou, ah bou bou bou, mauvaise personne. Voilà, en fait donc c'était une personne qui au bout de la 2e semaine, je me suis rendu compte que ça n'avait pas du tout allé parce que moi j'ai venu avec toute la bonne volonté du monde et c'était quelqu'un de très en colère contre la vie de manière générale, je crois, et en fait qui me parlait très très mal et refusait en fait que je fasse une quelconque erreur. Donc c'est-à-dire que même quand j'oubliais les 2 francs de frais de port sur le PQ, je me faisais ramasser la gueule pendant 20 minutes devant tout le monde. Donc ça mélangeait humiliation, interrogation et stress pour quelqu'un qui est là depuis 2 semaines. Donc voilà, je me rends compte qu'en fait il commence à me donner de plus en plus de responsabilités. Donc stagiaire, en plus c'est un poste où t'es pas censé avoir l'occasion de faire des erreurs professionnelles. Parce que moi très clairement, si je me mettais un mauvais zéro dans le truc, je pouvais faire perdre 50 000 balles au département, quoi. Donc déjà c'était super stressant. Et puis oui, un milieu très méchant, et puis c'est plein de petits trucs en fait qui sont accumulés au fur et à mesure du temps. Donc le premier mois c'est cool, là je commence déjà à me dire que ça ne va pas parce qu'on me donne trop de responsabilités. On commence à me dire, enfin je commence à découvrir un peu comment tu poses tes congés aussi en entreprise, le rapport que tu as aux ressources humaines, etc. Donc je commence à dire, ah bah en gros là où j'étais, tous les mois tu avais le droit à 2 jours de congé, en gros. Enfin, c'était ça, par exemple, tu pouvais pas commencer ton stage et poser tes 5 semaines. Enfin, logique. Mais quand tu sais pas, c'est pas logique. Et du coup, au bout d'un mois, je me dis, bon, je vais me faire un long week-end, je vais poser 2-3 jours, quoi. Enfin, je vais poser 2 jours. Et donc, je vais au RH, puis ça remonte à mon supérieur qui me dit, mais pas du tout, enfin, on n'est pas le droit de poser vos vacances. Je dis, pourquoi ? Bah, parce que votre formatrice part en vacances. Je dis, ah, mais c'est un problème, enfin, je suis stagiaire. Il me dit, ah non, mais alors, faut que vous restiez là pour faire tourner le département. Ils t'ont dit ça ? Et ils m'ont, ah oui. Alors je pense que ça c'est le truc où malgré tous les noter les indices, où je me suis dit mais ça va pas du tout. Enfin, donc là je crois qu'à cette époque-là, ça faisait 1 mois que j'étais là. Et en fait on m'avait noté dans mon calendrier une grosse, sur 2 semaines, tout était en rouge et en gros on me disait ne pas poser de vacances. Donc c'est-à-dire que je devais remplacer quelqu'un qui était là depuis 40 ans. Et en fait m'occuper non seulement des factures que j'avais normales, mais des factures plus élevées, et aussi des factures totalement délirantes. C'est-à-dire que, par exemple, le composant qu'on devait acheter qui coûtait le plus cher, c'était des barils de trucs chimiques, je sais pas, qui étaient utilisés dans le traitement enfin, voilà, un truc assez compliqué, et qui coûtait super cher. Et pour l'entreprise qu'il fallait contacter, c'était une entreprise suisse-allemande, où il y avait personne qui parlait français là-dedans. Donc je me souviens donc dans ces les 2 semaines de l'enfer où en fait j'ai commencé à crouler un peu sous le stress, ça a commencé vraiment à m'atteindre et c'est là que j'ai commencé à pas être bien. Et en fait non mais j'ai en fait mon téléphone sonné parce que du coup ils ont redirigé tous ces appels vers moi. Donc une dame n'importe quoi. Ah non mais alors incroyable. Donc En fait, long story short, t'avais un poste d'intérimaire. Et c'est ça, en fait c'est là où je me suis rendu compte que je les comprends les 1800 par mois. C'est qu'en fait, ça se dit pas, mais il y a beaucoup d'entreprises qui font ça, c'est-à-dire qu'ils engagent des stagiaires et ils les font bosser comme des intérimaires. Sauf que, il n'y a pas de souci, mais si je bosse comme intérimaire, je veux le même salaire. Un salaire intérimaire, c'est 4500, c'est pas 1800. Donc moi, qu'on me redirige tous les appels de quelqu'un qui est là depuis 50 ans, ça va pas le faire. Et en plus de tout ça, on me mettait la pression au-dessus. Mon formateur me disait, Lucas, ça va pas du tout, il y a vos factures qui commencent à s'entasser. Mais on peut pas demander des résultats à un stagiaire qui est là depuis 1 mois. Mais alors quand t'es en dehors du système, tu te dis mais c'est délirant, c'est pas possible. Mais quand t'es dedans, que ton quotidien c'est tu te lèves à 6h du mat, tu reviens à 18h, t'es crevé, tu t'endors à 8h et tu retournes là-dedans, ça devient un cauchemar. T'es coincé là-dedans et t'as aucune vue extérieure et c'est très angoissant de dire non mais attends, mais cette situation n'est pas possible, mais personne ne me dit que c'est pas normal. Et ça aussi c'est cauchemardesque. Jusqu'au moment où j'ai rencontré 1 ou 2 collègues, les 2-3 collègues dont je me suis un peu rapproché pendant ce stage, qui m'ont dit non mais fuis, c'était le 8e stagiaire qu'on voit, ils font la même chose. C'est la même personne qui s'occupe de les former, à chaque fois ça va pas du tout. Donc en plus, parenthèse, ma formatrice, ça a commencé vraiment à pas aller du tout, quoi, à s'envenimer, parce que en fait elle me parlait extrêmement mal, et il y a une fois j'ai juste pété un câble, et puis je lui ai dit Madame Nanana, je suis stagiaire,
Et c'est normal que je fasse des erreurs. Ouais. Ça va s'amoindrir avec le temps, mais là c'est normal, vous pouvez pas me ramasser sur chaque petit truc que je fais. Vous voyez bien que mon ordi est placardé de post-it avec toutes les indications que vous me donnez. J'enregistre autant que je peux. Là vous me mettez sous stress, je ne peux pas bosser, arrêtez de me ramasser. Et je crois que c'est la dernière fois qu'elle m'a adressé la parole de tout mon stage. Non, après t'as ignoré. Et après voilà, a commencé la période où en fait ça n'allait plus du tout. C'est-à-dire que ma formatrice... Donc là on est à combien de temps après ton début de stage? Là on est à 1 mois et demi, 2 mois, ouais. Ah ouais. Ça va vite. C'est long, 12 mois. Putain, ouais. Et donc voilà, on rentre dans la période où en fait c'est l'enfer. Où on me met tout le temps autant sous stress. Mon formateur, qui était un peu mon seul allié là-dedans, commence à arriver dans la période de l'année où il est beaucoup en réunion sur un autre site. Donc j'ai plus mon seul allié, entre guillemets, etc. Tu te rends compte aussi de l'indifférence du boulot, où en fait t'entends des gens se faire engueuler à gauche à droite et personne ne réagit. Moi j'ai vu des trucs franchement chauds, de gens qui se prennent des tapes derrière la tête à leur bureau par des gens qui viennent et qui les engueulent pendant 5 minutes, qui se prennent des tapes derrière la tête et qui partent en les insultant. Non. Et en fait, personne ne dit rien. Moi, quand elle m'humiliait vraiment pendant 5 minutes, moi j'étais tétanisé, parce qu'en fait, en plus de ce qui se passe, tu dis, mais personne ne réagit. Oui, parce que du coup, justement, c'est un système qui fait que tout le monde pense que c'est normal, en fait. Genre, tu intègres que c'est comme ça. Et c'est là que en fait, du coup, j'étais tellement en stress, je me suis déglingué le dos par stress en plus, et on m'a engueulé à cause de ça. J'ai dû rater 2 jours parce que j'avais le dos cassé à cause du stress, je dormais mal, et du coup, j'ai dû rater 2 jours de boulot. Et ça aussi, j'ai appris après coup qu'en fait, pendant les 2 jours où j'étais pas là, elle m'a craché dans le dos, non seulement dans mon département, mais sur tout l'étage. Donc il y a des gens qui ont commencé à arrêter de me dire bonjour. Parce que, si, il y a des gens qui me saluaient dans le département d'à côté qui ont arrêté de me saluer parce qu'ils commençaient en fait à cracher dans mon dos. Elle me disait qu'en gros j'étais un branleur qui, au bout d'1 mois, 2 mois, commençait déjà à pas venir au travail. Donc voilà, le seul moment où elle m'a adressé la parole, c'était pour me demander si j'avais bien amené mon certificat médical au RH, pour être sûr que je trichais pas. Donc voilà, elle me parlait plus, on était à 1 mètre de distance, donc c'était déjà un boulot impossible, donc en plus je devais bosser avec quelqu'un qui ne parlait pas avec moi, qui communiquait pas, donc c'était un cauchemar. Ça allait plus du tout, moi je commençais à voir rouge, c'était pas possible quoi, ça me déprimait. Ouais, mais c'est tristement la réalité de beaucoup trop de personnes. Ouais. Moi ça m'est arrivé une fois en stage de partir en pleurant du bureau de mon maître de stage, et genre, mais pareil quoi, j'étais dedans et j'étais là. C'est normal. C'est normal. Et j'en avais parlé autour de moi, puis on m'a dit, bah non Laura, en fait, tu peux pas sortir d'une séance avec quelqu'un et pleurer tellement t'es pas bien, quoi. T'es là, ah oui, c'est vrai. Mais c'est terrible, quoi, parce que juste, t'es dans un truc où tu sais pas comment faire autrement. C'est aussi un cercle vicieux, en fait, tu te sens pas bien, et tu te dis, mais en fait, c'est ma faute si je me sens pas bien, parce que tout est normal, en fait, tout va bien. Mais pas du tout, enfin, rien ne va, quoi. Moi, on me disait des trucs, je tombais des nues, et pareil, genre, pour la personne en face, c'était absolument normal, et j'étais vraiment débile du cul de pas comprendre. Et on te remet la faute sur toi parce que c'est toi qui t'adaptes pas assez, quoi. Exactement. Donc moi ça m'a mis d'autant plus une grande claque dans la gueule où vraiment j'étais arrivé mais avec toute la bonne volonté du monde, quoi. J'étais là pour bosser, j'étais là pour faire un bon travail. Je suis content de classer des classeurs. C'est ça, et en plus moi qui d'habitude commence à bâcler mon travail assez vite, là j'ai une rigueur, d'ailleurs c'est un truc où j'en suis fier de ce stage, où tout ce que je faisais, je le faisais bien. Je prenais le temps de poser des questions, et c'était aussi un milieu où on n'aimait pas que je pose des questions. Parce que t'es intérimaire, t'es pas censé poser des questions. Exactement. Non, pas stagiaire. Non, c'est ça, poser des questions, ça faisait chier aux gens. Et donc tu as quitté cette entreprise après combien de temps 2 mois et demi. 2 mois et demi, 3 mois. Tu penses qu'il se serait passé quoi si tu t'avais fait le stage entier ? Je serais pas là pour vous en parler. Non mais alors, blague à part, déjà au moment où j'ai quitté parce que j'étais vraiment déprimé, enfin c'est là où j'ai commencé vraiment à être vraiment déprimé, où tu passes 8 heures par jour devant un écran, tu ne bouges pas avec des gens que tu n'aimes pas, qui ne t'aiment pas, qui te rabaissent toute la journée, enfin c'était horrible, où vraiment j'en pouvais plus, quoi. Et en fait j'arrive pas à imaginer moi faire 1 an là-bas. C'est même pas un truc où je me dis c'est pour ça aussi que je le vis assez bien d'avoir quitté ce truc. C'est pas un truc où je me dis j'aurais pu m'accrocher et tout. C'est pas un milieu, c'est pas un environnement de travail où tu peux survivre. Enfin moi c'est impossible que je... En gagnant 1800 balles. En gagnant 1800 balles, c'était pas possible que je reste là-bas, quoi. Du coup là on est quoi, 4 mois après l'arrêt de ton stage ? Ouais. C'est ça. En gros t'es passé par quel
état émotionnel depuis ça et par quelle réflexion? Ouh là là. Je pense que ça a été un peu roller coaster, mais... Ah bah, t'as pas idée. Alors, j'ai vécu la plus grande euphorie de ma vie, qui était donc dans le bus en partant de mon boulot le dernier jour. Donc là, j'étais libéré, mais à un point. En plus, avec le boulot, en fait, je voyais beaucoup moins de monde. En fait, j'étais dans mon monde où je croisais que des... Enfin, je croisais plus personne de mon âge. Et c'est ça aussi qui était très déprimant. Ouais. Ça, c'est un truc auquel on pense pas assez, c'est la différence d'âge, en fait. C'était un déprimant. Je passais mes pauses à appeler mon meilleur pote, à appeler Antonin, parce qu'en fait, j'avais aucun contact avec les gens de mon âge. Et ça, c'était horrible. Et donc, en sortant de là, j'étais... mais je respirais, quoi. C'était vraiment... donc, j'étais très content au tout début. J'étais vraiment super content de me dire « Ah putain, je suis enfin sorti de là. Prenons une semaine à soi et ensuite, on se relance dans autre chose. » Donc, au début, j'ai commencé en étant très heureux, très, très euphorique. Ensuite, vient la réalisation de te dire « Ah ouais, bah, vu que je veux plus faire la HEARC, en fait, je viens de rebalancer une année... même si voilà, la formulation est pas terrible, je viens de reperdre une année. Ouais, on a toujours ce truc de... Mais pardon, mais du coup on a un peu zappé, mais est-ce que le stage, ça t'a confirmé un truc que t'avais vraiment au fond de toi de... Je crois que c'est pas fait pour moi en fait. Alors... Parce en plus, pardon, mais j'ai pas de fil rouge, je ne sais pas... Mais en vrai, en fait, le poste que t'avais, c'était pas du tout ingénieur. Alors c'est ça. Donc je me dis, en même temps, du coup t'as pas vraiment expérimenté... l'ingénierie, donc qu'est-ce qui t'a fait te dire en fait c'est la première fois où je me suis retrouvé coincé dans un truc que j'aimais pas et ça m'a dit Lucas, pose-toi les bonnes questions, parce qu'en fait dans toutes mes années de lycée, justement quand je racontais toutes ces histoires de voilà, je suis dans une ligne directrice de je suis en maths physique, je vais en ingénierie, etc. Et en fait je me suis rendu compte, putain, mais je me suis jamais posé la question, comme tu disais, des sciences humaines, de qu'est-ce qui me plaît vraiment. Et en plus ça faisait déjà 2 ans que je voyais mes potes un peu plus réguliers partir à l'université, qui me racontaient un peu ce qu'ils faisaient comme cours, un peu leur mode de vie et tout. Alors je peux vous dire, j'ai jamais autant rêvé de cours de maths qu'en étant à ce bureau. Ouais. Non mais c'est terrible. Tu te rends compte à quel point j'étais au fond du trou? Mais en fait, tu te disais... comment? Avant de commencer le stage, tu te disais... en fait, être dans un bureau et bien gagner ma vie, donc en étant ingénieur, ça me convient. C'est ça, je suis arrivé avec l'idée en me disant, si j'ai un boulot de merde, c'est pas grave, tant que je suis bien payé. Et en ressortant de là, je me suis dit, c'est pas du tout viable. C'est pas possible d'avoir un boulot. C'est pas possible. Je peux pas... Parce qu'en fait, ingénieur, c'était aussi pas non plus une passion que j'avais. Je savais que c'était bien payé. Tu sors de là, dépendant... Donc en fait, ce qui t'a fait envie, c'est l'image que ça allait renvoyer de toi d'être ingénieur. Exactement. Et t'es bien payé, quoi. Exactement. Puis justement, en sortant de là et en ayant vécu vraiment... et en sortant de là, c'est là que je me suis dit, putain, mais pose-toi les bonnes questions. Enfin, commence à te poser des questions. C'est même pas quelque chose qui était en moi. Enfin, c'était juste, fais un truc qui te plaît, quoi. Donc voilà, je quitte ça, je suis très content. Une semaine où je fais vraiment rien. Et après, je me dis, bon... qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai comme option pour pas trop perdre cette année? Donc commence la période un peu de stress, de te dire vite, si je veux agir, faut que j'agisse maintenant. Si je reprends un semestre à l'université au 2e semestre par exemple, faut que je m'inscrive, il faut que je trouve quelque chose qui m'intéresse, faut que j'aille voir des cours. Si je veux avancer mon service militaire, ça c'était un peu l'option qui me paraissait bien, c'était d'avancer mon service militaire à janvier pour le faire pendant cette année un peu de flou. Nota bene, c'est très compliqué d'avancer un service militaire. C'est genre, si tu veux l'avancer d'1 an, faut prévenir 2 ans à l'avance, quoi. Donc voilà, joie de partir, début de stress à me dire qu'est-ce que je veux faire de ma vie, et ensuite et en fait début de pseudo-dépression un peu, dans le sens où tu sors d'un truc très stress, donc au début tu es très content, et ensuite tu tombes dans le putain mais je ne fais rien. Où en fait ça fait très Calimero, où tu dis non mais c'est cool, t'es en vacances, etc. Non, l'inactivité c'est pas des vacances. C'est très fatigant. Parce que c'est pas en fait, c'est fatigant moralement c'est très fatigant. Physiquement, tu dors comme un bébé, mais moralement, c'est très fatigant. En fait, donc je me suis rendu compte que je pouvais pas avancer mon service. Je me suis rendu compte que ça allait être compliqué de commencer un semestre à l'université, parce que le seul truc que je pouvais commencer au semestre, c'était justement en lettres. Ouais, puis j'ai une pote qui a fait ça. Marie, si tu écoutes l'épisode, elle a commencé au semestre et elle m'a dit genre, c'est de la merde. Ouais. Enfin, et du coup, tu te dis, du coup, faut que je retrouve un poste, faut que je retrouve un boulot à côté. Donc, j'ai recommencé mon activité au service de la jeunesse, là où on bosse tous les deux, on est moniteurs. J'ai commencé à donner des cours particuliers. Enfin, je commençais à m'occuper un peu, mais sans vraiment recommencer quelque chose.
Et donc en fait commence un peu la pente, justement comme tu dis, de fatigue morale, où rien ne bouge et tu te dis je peux pas, j'ai pas vraiment, pas pour me plaindre, hein, mais t'as pas vraiment la possibilité de faire avancer le temps, quoi. Tu te dis tu sais que tu vas être dans ce rythme un petit moment, où tu fais pas grand chose, où c'est compliqué de vraiment reprendre un truc, et qu'en gros tu profites de ce temps pour trouver un truc qui va vraiment te plaire à la rentrée prochaine, quoi. Sauf qu'au moment où tu te dis ça, c'est début décembre et tu dois attendre quasiment 1 an pour recommencer quelque chose, quoi. Donc là où tu pensais sortir un peu de ce rôle de spectateur, tu t'y retrouves après, mais c'est juste que tu t'es moins stressé. Mais tu fais rien. Ouais. Et tu fais rien. Donc voilà, tu passes tes semaines à attendre tes potes les week-ends et puis tu fais pas grand chose, et c'est aussi très dur moralement de voir les autres avancer alors que toi tu fais rien, d'autant plus que c'est un peu le même sentiment que j'avais eu en redoublant. Une grande frustration que j'avais eue, c'était de voir mes potes partir à l'uni, là où moi je stagnais, quoi. Donc voilà, grosse descente dans le moral, d'accepter plein de choses, de se dire que voilà, à part trouver un taf à côté, tu peux pas vraiment faire autre chose, qu'il faut accepter que les autres avancent, toi pas, et puis voilà, quoi. Donc ouais, assez grosse chute dans le moral, un peu comme tu disais, le roller coaster émotionnel, où t'as plein de temps libre, mais t'as pas grand chose à faire dans ce temps libre, quoi. Enfin, j'étais pas non plus à me dire je vais me lancer dans la musique, je vais commencer à apprendre le piano, ou je vais apprendre... Oui, parce que ne rien faire, ça pousse à ne rien faire. Enfin, ouais, ça aussi, j'ai un ami qui est en plein dedans, qui lui ne fait rien, puis ne fait rien, et en fait plus il fait rien et plus c'est dur de faire quelque chose. Et ça aussi, moi encore j'ai l'avantage d'avoir un peu un objectif à mi-long terme, à semi-terme on va dire, qui m'aide un peu à aller de l'avant, mais quand t'as vraiment aucun but, c'est déprimant, hein, pas possible, quoi. Tu penses à faire des mini-stages là dans les mois qui viennent ou pas? Parce que je parle beaucoup de moi, mais moi ça m'a vachement aidé de faire des stages de genre 1 semaine. Et genre des fois c'est suffisant, des fois juste pour te faire une idée d'un truc, d'une boîte, d'un métier, voilà. Après j'avais fait 5 mois au musée d'histoire naturelle de Neuch, c'était trop bien. Enfin, et puis je pense que ça c'est chouette parce que ça t'occupe, t'as quand même des petits sous. Ça te stresse pas parce que c'est des vrais stages d'observation, ou voilà. Enfin, tu vois. Alors oui, mini-stage un peu, ça c'est un peu la prochaine étape. Là, c'était un peu le stress pour trouver un truc pour le début de semestre, où c'était justement trouver l'uni, et puis voir un peu comment j'allais gérer le boulot ou quoi. Mais là, c'est vrai que maintenant que je connais un peu mes prochaines disponibilités, maintenant que j'ai un peu une idée d'horaire que je vais avoir, oui, c'est un peu la prochaine étape, c'est de trouver des mini-stages... Payot, enfin des trucs comme ça aussi, de voir un peu dans la vente, des trucs plus simples. Ouais, c'est aussi un truc que j'ai envie de faire. Je pense vraiment faire une liste de tous les trucs qui potentiellement pourraient peut-être te plaire. C'est vachement bien. Enfin, vraiment, ouais. Même les trucs auxquels tu pensais quand t'avais 8 ans et après t'y as plus pensé et puis t'y repenses puis t'es là, mais peut-être que éventuellement, je sais pas, enfin... Mais t'as raison, je vais aller dans l'espace. Maintenant que j'ai le temps. Non, mais connement, aller sur des chantiers archéo, ils en prennent, des bénévoles. Oui. Tu vois, enfin, vraiment, peut-être que toi, archéo, c'est pas ton truc, mais genre vraiment, il y a vraiment plein de trucs à faire, et puis des trucs pas longs, qui feraient vraiment 1 semaine, et genre, ouais, tu vois. Parce que du coup, maintenant, donc on est en février, on a la rentrée universitaire, et donc là, tu t'inscris en tant qu'auditeur libre, c'est ça? C'est ça, je m'inscris en tant qu'auditeur libre, justement, en lettres. À l'université de Neuchâtel. À l'université de Neuch, où j'ai pris un peu de cours de littérature anglaise. Ah, c'est bien. Ouais, parce que j'aime bien avoir une branche où je me sens pas trop largué. Accessoirement, ça t'intéresse. Enfin, c'est pas juste la facilité. Oui, non, bien sûr. Non, c'est que ça m'intéresse vraiment. Et puis après, j'ai quelques cours. J'ai 2 cours en psycho-EDA, donc psychologie et éducation, sur la déficience et transition, et puis sinon sur les difficultés d'apprentissage chez les jeunes. Voilà, ça m'intéresse. Enfin, c'est des trucs qui m'intéressent. Et après, j'ai un peu de... Je crois que j'ai de la littérature française, je crois. Donc voilà, justement, je profite de ce chapitre Université de Neuchâtel pour explorer tout le côté sciences humaines que j'ai pas exploré avant. C'est bien. Donc ça, j'ai vraiment c'est une forme de stage de sciences humaines. Exactement. C'est cool quand même d'apprendre.
L'air de rien, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que... Enfin, souvent les gens interrogés qui aiment leur métier, il y a souvent ce truc qui ressort de je suis content, j'apprends tous les jours. Et à chaque fois que j'entends ça, je suis là, ouais, ok. Mais en fait, c'est vrai que quand tu te retrouves dans des postes où ouais, tu fais des trucs répétitifs, ou justement t'apprends rien, tu te rends compte à quel point c'est stimulant d'avoir de la nouveauté et puis d'être stimulé intellectuellement. Ouais, c'est ça aussi, que ce soit avec une activité ou alors mon stage, c'était aussi, bah voilà, t'as rien qui te stimule. Enfin, je veux dire, c'est stimulant les premières semaines, comme j'ai expliqué, où tu découvres des nouvelles choses, mais en fait, quand tu sais faire une facture, bah c'est bon, quoi, c'est 3 touches, 2 clics. Et faire ça 8 heures par jour, enfin, tu meurs. C'est pas stimulant. Non, tu meurs intellectuellement. T'as rien qui ouais. Tu bouges pas, quoi. Ouais. Mais c'est cool. Je trouve cool que tu te forces pas à te dire ok, maintenant il faut que je retrouve absolument tout de suite un truc que je veux faire. Genre, tu te dis, je sais pas, tu serais peut-être en panique et tu te dis ok, du coup, je veux être biologiste. Tu sais, enfin, genre, d'être tellement paniqué à pas savoir quoi faire de ta vie, du coup, tu te refous une idée en tête. Tu te recolles un truc qui en fait ne te convient pas, et là t'es juste à te dire ok, je vais juste continuer d'explorer et essayer d'en apprendre sur moi, savoir ce que j'aime ou pas, et je trouve ça hyper important de pas s'enfermer dans des idées préconçues, de s'auto-recoller une étiquette, quoi. Ouais. Bah parce que là dans mes recherches c'est voilà, il y a l'université de Neuch où j'explore un peu plus mon côté sciences humaines, mais après je suis quand même allé voir les portes ouvertes de l'université de Lausanne où en fait j'ai trouvé comme je t'ai dit, le bachelor de sciences forensiques qui m'intéresse beaucoup et qui en fait je trouvais bien à mi-chemin entre un peu, donc voilà, c'est un bachelor qui est assez varié où il y a beaucoup de sciences, donc beaucoup de sciences qui m'intéressent comme de la bio, de la chimie et de la physique, un peu de maths, mais bon, il en faut un peu partout, mais aussi un aspect assez psychologie et droit. Donc en fait, je me retrouve dans un truc, parce qu'il y a aussi, en fait, pour moi, la peur d'être coincé dans un truc, enfin, quand tu me dis un bachelor de maths, moi, ça me donne envie de me pendre, quoi. Savoir que tu restes dans le même thème. C'est pour ça que moi je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignaient des troncs communs à l'école, même si t'es en option physique-maths, que t'es toujours de la géo ou des trucs comme ça. Moi j'ai toujours trouvé ça très bien, parce que j'aime avoir des domaines variés à disposition, et puis ça, typiquement, pour le moment, un peu mon filet de sécurité, c'est justement ce bachelor de sciences forensiques, mais qui va sûrement changer, parce que je me lance dans ce truc de recherche un peu plus littérature, sciences humaines. Mais c'est bien que t'aies un truc quand même en tête de dire, ah tiens, ce bachelor là, oui, c'est ça. Mais sans être forcément dans la démarche de me coller une étiquette en me disant, peu importe. Ok, c'est bon, voilà, j'ai trouvé le sens de ma vie. Peu importe ce qui va se passer à Neuchâtel, je me dirigerai là-bas. Ouais. Non, mais c'est bien, c'est bien. C'est aussi, c'est pour avoir un peu vaguement une direction, quoi. Ça aide. Oh, c'est bien. Mais c'est vrai qu'après l'expérience que j'ai eue, je me voyais mal repartir dans un truc irréfléchi, quoi. Quand j'ai vu le mal que ça fait, et puis à quel point c'est démotivant. Et puis bon, je commence à perdre pas mal d'années, là. Je suis plus tout jeune. Et ça revient souvent, mais vraiment... Alors moi, c'est vraiment plus quelque chose qu'on me dit que quelque chose que je ressens, le truc. Mais du coup, à force, tu le ressens. Mais même pas tant. Enfin, vraiment, moi, je me dis jamais, putain, mais je perds mon temps, j'arrive vers mes 20 ans, et puis j'ai pas encore commencé d'études supérieures. Alors vraiment, rien à péter, quoi. Enfin, je veux dire, les peu de cours que je suis allé voir à l'Uni, tu vois bien que les gens qui sont là, enfin, il y a personne qui commence un bachelor à 18 ans puis qui le fait d'une traite, quoi. Enfin, y en a, mais... c'est pas la majorité. C'est pas la majorité, et souvent, soit ils arrêtent à la fin du bachelor parce qu'ils en ont marre des études, ou alors carrément ils continuent jusqu'au master, et après le master ils sont là, ah, c'est pas ce que je voulais faire en fait. Et moi, en ayant à côté les exemples de mes potes qui ont commencé le PFL, qui ont arrêté, qui maintenant justement sont en lettres, ou alors des potes qui ont commencé totalement autre chose. Alors, j'ai beaucoup d'amis qui soit ont arrêté leurs études au bout de 6 mois, justement au semestre là, qui ont beaucoup arrêté, soit en fait de gens qui se disent que c'est pas pour moi et c'est pas grave. Et puis ça aide aussi d'avoir des exemples un peu dans son cercle social de gens qui se disent bon bah c'est pas grave, c'est pas pour moi, je réessaye. Là où tu te sens un peu à côté de par le parcours que j'ai eu, de te dire j'ai fait un stage, j'ai arrêté, de voir qu'il y a d'autres gens qui ont fait à peu près les mêmes choix, c'est-à-dire que tu commences des études, t'arrêtes, tu fais autre chose aussi, ça te conforte dans l'idée que voilà, c'est pas grave. Non. Globalement, c'est pas grave. Bah oui. C'est très souvent pas grave. Du coup, est-ce que t'as un objectif pour dans un an ? Dans
Dans un an, en fait, j'aimerais juste être sorti de l'inactivité, de re-rentrer dans une structure où voilà, j'ai un peu un plan sur le long terme. Voilà, j'aimerais juste, en fait, dans un an, avoir trouvé quelque chose qui me plaise, que j'ai eu le temps de choisir, de bien choisir, et qui est stimulant, quoi. Donc c'est vraiment, j'aimerais dans un an ne plus être dans cette boucle de rien faire, et de retrouver un peu un rythme d'études, quoi. Tu penses que c'est possible que dans une année, tu sois dans un truc qui te convient parfaitement et... Non. Non, tu penses pas? Non. Tu penses que tu vas encore devoir chercher à un moment? Ouais, mais alors... Je sais pas, parce que vu que j'ai le luxe quand même de pouvoir faire 6 mois en lettres à Neuch, souvent le problème c'est d'opposer le monde scientifique et littéraire, quand tu fais tes recherches, ou même linguistique, etc. Et vu que j'ai la possibilité de faire ça, je pense que le choix que j'aurai à la fin de l'année se rapprochera quand même pas mal de ce dont j'ai besoin. Oui. Je veux dire, je me vois mal choisir un truc un peu à la va-vite et vraiment tomber dans... Même si ça peut arriver, tomber dans un truc où je me dis putain mais c'est pas du tout pour moi, qu'est-ce que je fais là? Donc je sais que... Alors je pense pas... Alors j'espère que ce sera quelque chose qui va me plaire vraiment et qui va me plaire, quoi. Mais je sais aussi, j'ai bien vu que tu peux te faire beaucoup de clichés sur ce que tu penses de ce que tu as besoin de toi, et en fait c'est pas du tout ça, quoi. Donc non, je pense que en fait dans un an je serai encore en train de chercher ce que moi j'ai envie de faire, quoi. Mais c'est bien que tu en aies conscience, parce que je pense que c'est aussi un peu déprimant de s'auto-persuader que... Mais je vois ça. Ouais, c'est bon, en septembre, je serai vraiment dans la filière qui me convient parfaitement. Bah non. Parce que du coup, après, tu restes dans cette filière alors qu'au fond de toi, tu n'aimes pas non plus. Et tu tires encore 1 an ou 2 dans ce truc. Et puis après, t'arrêtes. Et puis c'est nouveau. Enfin bref. Parce que moi, je me mets pas non plus la pression dans le sens où moi, ce serait quand même ma première fois d'essai à l'université. Même si je vais à Lausanne, ce serait quand même ma première année d'uni. Là où mes potes aussi ont fait des premières années. Et puis ils se sont dit, c'est pas pour moi, etc. Donc je me mets pas non plus la pression de me dire... Il faut absolument que je trouve quelque chose. La seule différence avec ce que j'ai vécu, c'est que je sais que si je recommence une année à l'université et que je sens que c'est pas pour moi, bah je finis quand même mon année. Enfin, je m'arrête pas à mi-chemin pour me retrouver dans un truc où j'ai rien. Ah. Ce serait plus dans cette optique-là de me dire tiens, jusqu'au bout, au moins ça t'occupe. De quoi tu penses avoir besoin dans ta future vie professionnelle? Pour l'instant, c'est quoi que t'as identifié? Un peu d'autonomie. Enfin, j'ai vu un peu ce que c'était la sociabilité du monde du travail, et à quel point ça n'a rien à voir avec la vie sociale, parce que j'aime beaucoup, enfin je suis quelqu'un d'assez sociable, j'aime beaucoup les gens, j'aime être entouré de gens, j'ai besoin de ça aussi, ça je m'en suis rendu compte, d'être avec que des pseudo-vieux, aussi ça j'ai vu que ça jouait pas avec moi, mais j'ai envie de pas trop dépendre des gens, mais d'être quand même entouré de gens, enfin... Je sais pas si c'est clair, enfin c'est juste... Bah, tu te verrais pas exercer un métier libéral, genre tu te verrais pas, je sais pas, être ostéo et avoir ton propre cabinet chez toi, par exemple. Voilà, par exemple, ça, je sens que ça m'irait pas trop. Après, typiquement, où t'es un peu autonome, c'est-à-dire, genre, je sais pas, tu bosses dans un cabinet dentaire, t'as tes patients à toi, t'as tes machins, mais t'es quand même dans une structure un peu plus large. Oui, je vois. Ouais. Voilà, c'est plus de ça dont je parle. Enfin, ça va sonner très arrogant et très... qu'est-ce que je me touche la nouille, mais non, j'ai aussi envie d'être valorisé intellectuellement dans ce que je fais. C'est pas arrogant? Oui, mais enfin, dire oh là là, mon poste de stage où je remplissais des factures, je vaux tellement mieux que ça. Non, c'est juste que... Non, mais c'est juste que j'aime... c'est aussi ça où j'avais beaucoup d'énergie pendant mon stage, c'est que j'avais aucune valorisation. Justement, quand je disais le travail bien fait, le seul moment où on m'a félicité d'un truc, c'est quand j'ai dit au revoir à mon patron en partant du stage, où il est parti, il est revenu pendant que la porte se fermait, puis il a fait ah oui, bon travail. Non mais... Et c'est la seule fois où on m'a dit bien joué. Fin... Et du coup, t'as besoin d'avoir de la reconnaissance... Mais pas forcément de gens, même juste personnel, parce que même si le travail que je faisais, je le faisais bien, j'aime bien être fier de ce que je fais. Ouais. Enfin... Oui, mais ça peut être des trucs basiques. Enfin, je sais pas, par exemple, notre père il est manager, et quand il y a longtemps, il a bossé chez Quick, il a bossé aux emballages, enfin, et apparemment il aimait beaucoup ça, alors que il a clairement les capacités pour plus. Mais ça lui convenait beaucoup, et je sais qu'il en tirait
beaucoup de satisfaction et justement il faisait bien son travail et ça lui convenait. Mais moi même si on dirait pas du tout, je suis quelqu'un d'assez perfectionniste. Je vois ton visage. Je n'ai rien dit. Non mais je vois tes yeux s'écarquiller. Non mais typiquement ça transparaissait pas mal quand je faisais de la musique. J'ai jamais été vraiment satisfait de ce que je jouais parce que je trouvais que c'était pas assez juste. Enfin, en plus je faisais un instrument qui était pas... Pour pas faire une parenthèse musicale. Mais... Ouais. Le violon, tu mets 12 ans à avoir un son. C'est ça, mais moi je sais déjà à l'époque ça me frustrait et du coup je suis quelqu'un d'assez perfectionniste mais je suis seulement satisfait quand ce que je fais est assez élaboré. C'est-à-dire que je peux pas me contenter d'un truc bien fait mais qui est trop simple. Je sais pas si c'est... Je veux dire, je vais pas être satisfait d'avoir bien fait un puzzle, quoi. Ou d'avoir mené ça jusqu'à... Enfin, j'aime bien faire des trucs assez élaborés, assez complexes, et d'avoir une grande vision d'ensemble et me dire « Ah, j'ai vraiment bien fait ça sur ce plan-là, ce plan-là, ce plan-là, ce plan-là. » C'est pour ça que j'aime bien l'informatique, par exemple. Je trouve que ça, c'est assez bien, ou c'est assez varié. T'as plusieurs de... Typiquement, j'ai fait un site internet, où justement, j'étais très content, parce que je me dis « Bah tiens, il a de la gueule, il est bien fait, et puis... » Voilà, je pouvais encore revoir, enfin c'était un truc que j'estimais être assez complexe et qui était assez bien fait et du coup j'en étais fier. Et du coup je sais que dans mon boulot j'aurais besoin de quelque chose justement qui est pas trop simple ou qui est assez stimulant intellectuellement et dont je peux être fier. Où j'ai besoin d'avoir pas un produit fini mais voilà, c'est ça qui est compliqué, c'est que j'ai pas envie d'avoir un produit fini devant moi et de me dire ah ça c'est bien ou ça c'est bien fait, plus dans la démarche de me dire je sais que j'ai été consistant dans tout ça et ça produit ce résultat-là, sans forcément que ce soit un truc physique, quoi. Non, j'étais en train de me dire, est-ce que t'as pensé à des branches auxquelles t'as jamais pensé? Genre, typiquement, est-ce que t'as déjà imaginé être ambulancier, par exemple? Ou c'est même pas dans ton champ des possibles? Non, mais je te posais cette question d'ambulancier dans le sens où, des fois, je trouve ça important de se poser des questions, justement, de dire, ok, alors, tel métier... Vraiment un truc auquel t'as jamais pensé, tel métier, est-ce que je me verrais le faire? Oui, non. Sinon, pourquoi? Tu vois, et je pense que c'est bien aussi comme processus de dire, ok, qu'est-ce qui me plaît ou pas? Bah, typiquement, ambulancier, je pense pas que ça me correspondrait parce que je suis quelqu'un d'assez stressé de manière générale et je pense pas pouvoir me lancer dans un milieu professionnel qui est autant stressant. Avec ton parcours, tu t'es découvert quelle aptitude? J'arrive très très bien à faire semblant d'écouter les gens. Non mais vraiment, hein. Non mais j'ai un vrai truc pour ça. C'est important ça. Non mais c'est super important. J'en ai fait des réunions où j'ai pas écouté un mot de ce qu'on m'a dit et puis j'étais oui très bien. Alors on trouve ça horrible quand tu écoutes tu crois que tu écoutes quelqu'un, tu penses à complètement autre chose, tu pars dans ton cerveau, puis tu reviens et t'es là. Oh non mais alors, oui c'est ça. Non mais alors je suis très bon pour faire semblant d'écouter les gens et je sais. Non je suis content parce que j'ai appris que j'arrivais aussi à. Je suis vraiment adaptatif. C'est-à-dire qu'on m'a donné énormément de responsabilités sur plein de sujets différents, sur plein de trucs, enfin très très vite, et je trouve que j'ai réussi à assimiler vachement vite beaucoup de choses qu'on me donnait. Donc ouais, j'ai découvert que j'étais assez flex et puis j'étais assez capable aussi de m'adapter à ce qu'on me donnait. Aussi j'étais content de voir pour quelqu'un qui est assez flemmard, enfin qui procrastine pas mal, que quand j'étais devant une tâche à accomplir, j'étais capable et même plus que capable de la faire et bien. Jusqu'au bout. Donc aussi c'est rassurant de savoir que quand tu dois bosser tu peux bosser et bien. Enfin du coup je sais que je peux me faire confiance. Si j'ai vraiment un truc important à faire, je sais que je peux le faire même si c'est pas simple. Et à contrario, quelle inaptitude t'as découvert? Bah ma capacité à supporter les gens, enfin. Ton incapacité à supporter les gens. Ouais. Enfin, je pense pas que ce soit quelque chose de positif quand tu te laisses un peu marcher dessus. Enfin, je veux dire, je pense qu'il y a des gens qui auraient pu survivre à mon stage, qui auraient pu faire les 1 an, et qui sont capables de faire la part des choses, de ça c'est le boulot, je me fais marcher dessus. Enfin, je pense que c'est comme ça que les gens survivent dans ce genre de milieu, c'est que tu te dis, ça c'est le travail, là on va mal me parler, je vais être... Puis voilà, bah ça je sais, par exemple, j'ai du mal un peu à séparer boulot et puis vie perso. Où je sais que mon boulot m'atteint énormément dans le reste de mon vie. On est jeune aussi, hein. Je pense que ça s'apprend aussi. Moi j'ai une copine, Kim, je ne sais pas si tu écoutes mes épisodes, je crois pas, mais qui a commencé à bosser en septembre et elle a beaucoup de peine encore à couper le boulot et sa vie perso, et genre quand elle rentre chez elle, elle est encore atteinte par ce qui s'est passé au travail. Je crois que ça va un peu mieux là, mais et puis à contrario, Fanny, je sais que tu écoutes, qui bosse depuis qu'elle a 15 ans,
Bah elle, clairement, même si elle a des trucs ultra stressants au taf, elle rentre chez elle et c'est fini. Bah, typiquement, donc moi, je pense que ça s'apprend aussi. Bah, j'ai des amis justement qui ont fait le tech, qui sont maintenant en poste fixe, genre dans une boîte, ils ont fini leurs études et tout. Je sais que eux, ils arrivent à séparer super bien boulot et puis vie perso, quoi. Donc moi aussi, d'avoir vu comment ça m'avait atteint sur le plan personnel, voilà, c'est un peu mon incapacité à séparer les deux. Mais après aussi, mon incapacité à me laisser marcher dessus. Ah. Dans le sens où je sais que... Tu t'arrives pas à prendre sur toi et... Comment ? Enfin, je sais que j'arrive à prendre sur moi... Je sais qu'il y a une expression... Je sais baisser les yeux, mais pas trop longtemps. Enfin, je sais que je sais que j'ai des limites où je sais que voilà, ça c'est trop, là j'ai plus à baisser les yeux et à me laisser marcher dessus. Maintenant, merde, lâchez-moi, quoi. Donc voilà, incapacité, entre guillemets, hein, à me laisser marcher dessus, et puis... Aussi un des rares trucs que je regrette un peu, c'est qu'en fait quand j'ai commencé à vraiment me laisser atteindre par mon poste, je sais que j'ai pas fait assez d'efforts pour que ça se ressente pas autour de moi. Enfin, typiquement sur le milieu du travail, je sais que le dernier mois je tirais la gueule comme pas permis dans les couloirs, parce que j'en avais marre et puis et tout. Enfin, aussi mon incapacité aussi à garder la face en public, enfin à dégager quelque chose de positif quand ce qui m'arrive est très négatif. Globalement, depuis que t'es tout petit, t'as de la peine à gérer tes émotions, quoi. Oui. Globalement. Oui. Ça aussi, c'était un petit rappel, hein, ce stage, de me dire, oui, c'est vrai que je ne sais pas gérer ma colère. Mais, et puis la frustration, etc. Avant-dernière question. Est-ce que t'as des reproches à faire au système scolaire ? Oui. Alors... Personne m'a encore dit non. Non, mais je trouve que c'est très bien, moi. Je suis très content de nos écoles. Non, mais alors, moi, je parle de mon expérience d'école, hein, donc pas avec le nouveau système que, par exemple, notre petit frère est en train de vivre. C'est-à-dire que nous, on a connu les sections maturité moderne, pré-professionnelle, terminale. Même si je pense que les gens qui ne connaissent pas les Mathieu n'écoutent pas ton émission. Mais on ne sait pas. On ne sait pas. Mais non, alors, moi, le reproche que j'aurais à faire, c'est... Enfin, moi, j'ai pas mal de mal à me positionner sur les catégorisations ou par exemple, Mathieu, moderne, PP. Moi, je trouve que c'est très bien. Ok. Enfin, dans mon vécu à moi, je sais que ça m'a apporté ce dont j'avais besoin au moment où j'en avais besoin, même si après coup, j'en ai un peu souffert justement de ne pas avoir pu un peu voir les deux côtés de la médaille. Et non, mais alors, je sais que par exemple, Mathieu moderne, PP, ça m'a aidé parce que justement, ça m'a aussi un peu mâché le travail de me poser des questions trop jeunes, ce que je trouve très, très nocif. Ce qu'ils font maintenant dans le système scolaire, c'est-à-dire que tu dois choisir ton orientation au milieu de la 10e année, en fait. Au milieu de la 10e année, tu dois quasiment choisir si tu vas à l'école d'art ou au lycée ou à l'ESTR, etc. Donc moi, j'étais content qu'on me garde un peu dans ce cocon où j'ai pas trop à me poser ces questions-là. Après, de ce que j'ai à reprocher au système scolaire, ce serait plus au niveau du lycée, dans ce qu'on te présente en tant que jeune lycéen. C'est-à-dire que moi, je sais qu'à l'époque, les portes ouvertes de la HEARC n'étaient pas proposées aux lycéens. Ah ouais ? Ouais. Mais c'est vrai qu'on ne nous parlait pas du tout des HES. Je sais que la haute école, enfin la HEARC, a des portes ouvertes pour les lycéens uniquement depuis l'année dernière. C'est que depuis l'année dernière qu'ils font de la communication dans les écoles et qu'ils vous disent... Enfin, j'aimerais qu'on dise plus aux jeunes lycéens ou même aux jeunes de manière générale, l'université n'est pas la seule option pour vous. Parce que même si on met beaucoup sur un piédestal les lycéens, c'est pas tous des gens qui sont faits pour l'université. C'est juste des gens, des fois, qui sont un peu débrouillards et qui arrivent à se démerder dans un système un peu plus scolaire, mais qui ont besoin de totalement d'autres choses. Donc moi, je pense que ce serait bien... c'est ce qu'ils font un peu en contrepartie dans le système maintenant à l'école. C'est-à-dire qu'en 10e, 11e, ils mettent aussi beaucoup l'accent sur l'aspect professionnel. Donc ils t'apprennent à faire des CV, tu rencontres des chefs d'entreprise, ils te parlent un peu de stage, ils te poussent un peu à faire ça. Donc moi, ça, je trouve, c'est l'aspect qui est bien. Et après, voilà, donc mettre un peu plus... Enfin, montrer plus aux jeunes... ce qui leur est possible sans les mettre tout de suite dans la décision. C'est-à-dire que moi, ce que je reproche au truc de maintenant, c'est-à-dire qu'on leur dit, regardez, vous pouvez faire ça et ça, mais par contre, il faut choisir très vite. Donc à un âge où tu sais absolument pas ce dont tu as besoin, on commence juste à te présenter les options, il faut que tu choisisses très vite. Et après, moi, ce que j'ai vécu, je reprocherais pas mal au lycée aussi de pas du tout présenter les hautes écoles ou même la HEP. Je sais qu'on on m'en a jamais parlé, enfin, je trouve que ce qu'on nous présente, même si on nous présente le bac comme oulala, toutes les portes vous sont ouvertes, finalement, quand on sort du lycée, on nous en montre que 3, quoi. En fait, soit le PFL, soit l'Uni, soit... C'est tout. On met trop sur un piédestal le bac comme étant toutes les possibilités, mais on nous en montre aucune.
Et ça, je trouve c'est vraiment dommage. Mais justement, c'est en train d'être changé un petit peu. Changé un peu mal, enfin, c'est mal fait, mais ça se fait un peu. Dernière question. T'as même pas 20 ans, donc je la modifie un petit peu. Si t'avais de nouveau 15 ans, qu'est-ce que tu ferais ? J'aurais pas arrêté la musique. Ah, ok. Ça n'a rien à voir avec mes études, mes doutes et moi. Mais en vrai, mais j'aurais bien aimé continuer. Partie, je trouve. J'aurais bien aimé continuer le violon parce que c'est typiquement un truc qui m'aurait. Je sais que ça aurait été une porte qui m'aurait permis de me poser des questions que je me pose maintenant, mais plus tôt. Je sais que si j'avais continué le violon, j'aurais été plus proche, par exemple, de l'orchestre du lycée, j'aurais été plus proche d'options musique. Et j'aurais été aussi amené à aborder des cercles sociaux qui m'auraient permis de me poser plus de questions que je dois me poser maintenant un peu en urgence. Et du coup, vraiment, j'aurais aimé. Parce qu'en fait, j'ai vraiment arrêté le violon quand j'ai fait la passerelle au lycée. T'as pas fait de passerelle juste. Alors, quand je suis arrivant au lycée, c'est là où j'ai arrêté le violon. Voilà. Et ouais, j'aurais bien aimé continuer ça. Et puis aussi, j'aimerais vraiment avoir le Lucas de 15 ans devant moi qui va aux portes ouvertes du lycée et qui va voir 2 trucs et qui se dit « Oh, bah c'est pas grave, je vais en maths physique ». Je vais dire « Non, mais va voir l'économie, va voir l'anglais, Lucas, va voir l'anglais ». Ah, t'aurais aimé faire bilingue anglais ? Alors vraiment, ça c'est un truc... Tu regrettes ? Ouais. Bah même maintenant, quand j'essaie de m'inscrire pour l'Advanced, justement, c'est un des objectifs sur l'année qui suit. Parce que en fait je pouvais faire le first pendant le lycée, mais enfin bref, à cause du boulot, à cause de la jeunesse, je pouvais pas. Mais non, typiquement, je sais que c'est un truc qui me plaît énormément, l'anglais, parce que c'est une des rares matières à l'école où j'ai vraiment de l'aisance, et ça, c'est très satisfaisant en fait d'avoir une matière où t'es vraiment bon dedans. Et de nouveau, ça t'intéresse, parce qu'il y a des gens qui ont de la facilité dans des branches, mais en vrai... Alors moi, l'anglais m'intéresse, même si moi j'ai le syndrome j'ai une excellente oreille, mais alors en règle de grammaire, je suis une bille pas possible. Mais non, alors vraiment, j'aurais bien aimé me pencher plus sur l'anglais, parce que, outre la langue, c'est vraiment une culture, un truc vraiment qui m'intéresse énormément. Et je pense que le meilleur truc que j'ai pu faire au lycée, c'est quand je suis allé en Irlande pendant les 2 semaines. Là, je trouvais ça absolument génial, quoi. À me dire, Lucas, regarde, ça aussi ça t'intéresse, et ça aussi ça t'intéresse. Ne tombe pas dans le cliché du t'es un jeune mec, va en ingénierie ou en truc scientifique. Parce que je sais aussi que je suis pas le seul, même des gens qui n'ont pas redoublé ou qui ont leur bac en maths physique et qui n'étaient pas du tout faits pour ça. Mais non, mais je trouve ça dommage, parce que je sais que c'est des gens, puis je le vois maintenant, des gens qui sont aussi partis comme moi en trucs scientifiques, qui ont fait le PFL et qui se rendent compte que c'est pas du tout pour eux. Sauf que c'est des gens aussi qui ont pas, des fois pas assez de recul, parce qu'ils ont pas eu le même parcours que moi, qui me permet aussi pas mal de me poser les bonnes questions. C'est des gens qui ont pas le même recul et qui du coup, eux, en fait, sont encore obstinés à se dire merde, c'est ma faute si j'arrive pas, parce que ça, c'est vraiment mon domaine. Ça, c'est... Oui. En fait, le fait que t'aies eu des échecs avec des gros guillemets, ça t'a obligé à te poser des questions. Alors que les gens qui ont beaucoup de facilité puis qui font les trucs d'affilée, du coup, ils ont aucune pause pour se dire attends. C'est quoi que j'aime. Et effectivement, y a des gens qui finissent un master et qui sont là. C'est ça. Donc moi, je trouve ça un peu affligeant d'avoir toutes ces connaissances que j'ai, qui ratent leur premier un peu essai dans le domaine, entre guillemets, on voit pas mes doigts, mais qui est censé être le leur, et en fait se disent merde, faut que je recommence un truc similaire, quoi. Et en fait, ils perdent du temps et de l'énergie, puis c'est très déprimant aussi de se dire c'est dans ça que je dois aller, et que tu te rends compte qu'en fait, c'est pas du tout pour toi. Je sais plus si j'en parlais avec Félix ou si j'en ai jamais parlé, je sais plus. Mais ça m'attriste un peu, le nombre de mecs qui justement prennent un peu la facilité et vont dans des trucs techniques alors que c'est pas du tout ce qui leur convient. Enfin, j'en connais tellement, c'est terrible, quoi. Des mecs qui seraient tellement mieux dans du social... Ouais, mais justement aussi, je veux dire, avoir un mec en philo ou en social, il y a aussi beaucoup de connotations genrées moi, juste avec mes cercles sociaux un peu beaufs, quand je leur dis, les gars, je vais à l'Uni de Neuch en psychologie et éducation, ça se tape des barres, mais comme pas permis, quoi. Ah oui, non, vraiment, c'est... outre tous les clichés qu'il y a sur les gens qui sont en lettres à l'Uni, etc., tu connais... En plus, le fait d'être un mec et d'arriver d'un truc scientifique, c'est vraiment, quel gâchis, quoi. Enfin, mais justement, je suis content aussi d'avoir des gens qui je trouve très matures à cet âge-là, de me dire non, mais c'est vrai qu'on sent, on m'a déjà dit, Lucas, on sent que t'as un truc pour les sciences humaines, ou on sent qu'en littérature t'étais, etc. Puis qui me disent non, mais c'est bien, tente d'autres choses, et puis ne t'arrête pas au stéréotype de... tu sors de maths physique, ne va surtout pas en sociaux, quoi. Enfin, des trucs comme ça. On est arrivé au bout. Ce fut très long. J'espère que vous aimez les épisodes longs. Désolé.
Merci beaucoup, vraiment. Mais de rien. Très intéressant et je suis contente de t'avoir interviewé parce que des mecs de 20 ans qui savent pas quoi foutre de leur vie, il y en a beaucoup. Et des filles aussi, hein. Mais c'est juste que le pattern du mec qui glande et qui joue aux jeux vidéo toute la journée et qui se pose pas des questions existentielles, j'ai l'impression qu'il y en a plus que des meufs. Ouais, mais c'est juste que, comme on disait avant, on est plus en position de... On est aussi assez genré, mais les filles aussi, hein. On est assez genré dans ce qu'on doit prendre comme étude. Et du coup, voilà, c'est juste que... A contrario, j'ai beaucoup de potes qui sont en infirmerie, qui n'ont rien à foutre en infirmerie. Ah oui, moi aussi j'en ai... Oui, non mais... Ouais. Faudrait faire tout un épisode sur les infirmières, pourquoi il n'y a pas plus de mecs. Et même là, on digresse complètement, mais les affiches, je sais pas si vous avez vu les affiches de la HR pour la santé. Alors peut-être que je suis juste une féminazie qui s'énerve pour rien, mais vraiment, ça m'a saoulée parce qu'il y a 2 affiches avec des meufs et 2 affiches avec des mecs. Les 2 affiches avec les meufs, c'est est-ce que ton cœur bat pour prendre soin des autres, ok. L'autre meuf, c'est est-ce que ton cœur bat pour prendre soin des enfants. Et les mecs, c'est est-ce que ton cœur bat pour sauver des vies. Et le deuxième, c'est est-ce que ton cœur bat pour prendre soin de tes aînés. C'est chaud. Donc... Mais moi, c'est avec ce genre de truc, j'adorerais voir les gens qui mettent ça en place, quoi. Enfin... Et moi, ça ne choque personne, j'ai l'impression. Genre, j'ai pas encore parlé avec des potes, mais... Je sais pas, enfin... Genre, les mecs, c'est tu sauves des vies et on prend soin de... Parce que les aînés, c'est... Moi, t'as commencé ton anecdote, j'étais tout content de me dire « Ouais, il y a quand même 2 affiches avec des mecs, et on retombe encore dans des clichés, enfin... C'est minime, hein. Ouais, mais non, mais fait... c'est symptomatique aussi d'un truc beaucoup plus gros. Ouais. C'est que même au sein des infirmiers, c'est quand même les mecs... oh non, on est là pour sauver des vies, vous, occupez-vous des enfants. Enfin, c'est terrible. Ouais. C'est terrible. Mais non, en fait, ta féminazie, énerve-toi avec tes potes. Ouais, voilà, donc on finit là-dessus. Donc merci beaucoup. Voilà. Mais de rien beaucoup, c'était super. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, tu peux t'abonner pour ne rater aucun épisode. Si tu veux m'écrire, tu peux laisser un commentaire sur YouTube, m'envoyer un message sur Instagram ou Facebook, ou à l'adresse mail mesetudesmesdoutesmoi@gmail.com, tout attaché. Rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode. Salut!